On est le 9 septembre 2001 et cette session de Qui veut gagner des millions va être la plus incroyable et incompréhensible que l'émission n'aura jamais connue jusque-là. Tout va démarrer avec 8 concurrents qui rêvent depuis des semaines de devenir chacun millionnaire, mais avant ça, pour pouvoir s'asseoir, il va falloir être le premier à répondre au jeu de rapidité de sélection. Put these words in the order they occur in the title of the Agatha Christie thriller. Évidemment, la réponse est mort sur le Nil. All these were correct. Most of them, nearly all of them. Who was fastest? Charles Ingram in 3.97. That's so fast. Charles, c'est la 3e fois qu'il est participant dans l'émission, mais c'est la toute première où il peut enfin s'asseoir sur cette fameuse chaise qui va lui permettre peut-être de repartir avec $1 million. Mais dès le début, tout n'a pas forcément l'air de très bien se passer de son côté. Il est très hésitant, il est vraiment pas certain de quelle réponse choisir, et ça pour quasiment toutes les questions. On est à la 7e question, et il lui reste déjà plus qu'un seul joker. Mais pourtant, à partir de là, il ne va plus du tout se tromper. Et très rapidement, il ne reste plus qu'une seule question à répondre, et il pourra repartir avec $1 million. A number one, followed by 100 zeros, is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. I don't think I've heard of a Google. Et pourtant, alors qu'il vient de dire que Google, ça lui dit vraiment rien et qu'il n'a jamais entendu parler de ça, No, it's a Google. Yeah, it's a Google. You just won 1 million! cet exploit incroyable est peut-être au final un peu trop incroyable. Et il est fort probable qu'en vérité, si je vous dis ça, c'est parce que Charles, à ce moment-là, depuis le début, il est en train de tricher. Une tricherie qui va lui rapporter $1 million. Et une tricherie qui est probablement la plus dingue et développée de toutes les tricheries de l'histoire de la télévision. L'histoire que je vais vous raconter, c'est pas simplement un type qui a décidé de se ramener dans une émission et qui a trouvé un moyen comme ça de tricher pour répondre aux questions correctement. Je vais vous parler d'une triche qui a été mise en place par une organisation qui contient des dizaines et des dizaines de membres, tous qualifiés dans un domaine très particulier, servant un seul et unique but, celui de dépouiller cette émission un maximum de fois possible. Évidemment, au moment où Charles est en train de tenir dans la main ce chèque d'1 million de pounds, de l'autre côté, ça part complètement en sucette au niveau de la régie. Il est évident qu'un truc ne tourne pas rond, car depuis le début, la régie a remarqué quelque chose de louche. En vérité, dès la moitié de l'émission, l'équipe de production a pris l'initiative de contacter directement le directeur général de la chaîne. Il faut savoir que le chèque qu'il tient entre les mains, il ne va pas pouvoir être encaissé tout de suite. C'est plus d'une semaine d'attente pour que tout soit réglé, et c'est ce temps-là où l'émission tout entière ainsi que son équipe de production va se démêler pour trouver comment un type qui n'avait quasiment plus de joker dès la 7e question a pu arriver et terminer l'émission et repartir avec $1 million. Car jusqu'à maintenant, de la 7e question jusqu'à la fin, Charles aurait apparemment deviné toutes les réponses, sans même comprendre les questions ou être éduqué sur leur sujet. La seule chose qui est évidemment nouveau et plutôt bizarre pour eux, c'est qu'à chaque fois, il va prendre le temps de lire toutes les réponses, parfois même plusieurs fois. Emmental is a cheese from which country? It could be France, I suppose. Then again, it could be Italy, so... or maybe it's the Netherlands. Right. Yes, that's sort of how the question works. En vérité, certains pourraient dire que c'est un comportement plutôt normal. Mais alors il faudrait expliquer pourquoi dans certaines questions, il se passe ça. Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. Okay, I'm not certain. I would have thought that it would be Aristotle Onassis. Why? Pour ceux qui ne l'ont pas, en effet, c'est la réponse C qui est la bonne. Et ça arrive encore une fois. I think it was Holbein. Et encore une fois. But the reason I think it's cricket is... Avec cette découverte, la régie va commencer
à synchroniser et essayer de s'apercevoir de pourquoi à chaque fois que Charles lit à haute voix la réponse correcte, quelqu'un se met à tousser dans le public. Pour comprendre ne serait-ce qu'une seule partie de la complexité de cette histoire, je vais vous parler de Charles et de sa femme. Si Charles participe à l'émission et avait déjà participé avant, c'est parce que lui et sa femme adoraient l'émission. D'ailleurs, le frère de sa femme Diana a lui aussi déjà participé 4 fois à Qui veut gagner 10 millions à ce moment-là. Et ça ne s'arrêtera pas là puisque elle-même a pu participer une fois à l'émission. I remember talking to her in the bar afterwards, and I said, "Great, congratulations." She said, "Only 32." And I said to her, "It's a huge amount of money." She went, "Yes, but I should have done more. I should have beaten my brother." Avec cette histoire, on pourrait très vite l'oublier, mais je vous rappelle que ne serait-ce que participer à l'émission relève presque de l'impossible. À chaque fois, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont essayer d'y participer. Puis une fois cet entonnoir millimétré passé, il faut encore être sélectionné dans le public, puis ensuite réussir et répondre le plus rapidement possible à la question de rapidité. Mais pourtant lui, sa femme, son beau-frère et d'autres personnes avec qui ils seront en relation ont réussi à y participer plusieurs fois d'affilée. En clair, ils ont compris un truc que personne d'autre n'avait compris. Il est clair qu'à ce moment-là, si Diana, Charles et son beau-frère avaient trouvé une solution pour pouvoir participer à n'importe quel moment à cette émission, le plus intelligent aurait été de vendre la méthode. Car une fois 3 ou 4 tentatives dans l'émission, ça aurait été plutôt compliqué et difficile d'expliquer quelle était leur méthode ou comment ils faisaient pour à chaque fois participer. Il faut savoir que Qui veut gagner des millions, c'est pas une émission qui est diffusée en direct. Et à ce moment précis, lorsque Charles répond à la question à 4000 pounds, l'émission va s'arrêter et reprendre l'enregistrement le prochain jour. C'est ainsi que l'émission est segmentée. C'est pourquoi sur le chemin du retour, Diana, sa femme, va vraiment très mal vivre ce qui vient de se passer. Son mari est pas bête, il possède plusieurs diplômes qui nécessitent une énorme capacité intellectuelle, et plus la voiture avale les kilomètres, ils vont trembler à l'idée que Charles fasse tout foirer après s'être donné tant de mal à pouvoir participer à l'émission et pouvoir enfin avoir une place sur le siège en or. Et c'est clair et net, c'est pas une situation qu'ils envisagent de vivre. Diana va donc contacter Tequan Whitlock, un professeur d'université et très fan de jeux télévisés et de questions sur la culture générale. Tequan, c'est pas un inconnu que le couple décide d'appeler, car lui-même est en train de bénéficier des conseils et de l'entraînement du couple pour pouvoir aussi participer à l'émission dès le lendemain. Il sera donc techniquement présent dans l'audience lorsque Charles devra répondre aux questions. L'appel va pas durer longtemps parce que l'astuce qu'ils vont mettre en place va être plutôt simple et pourtant dévastatrice pour l'émission. À chaque fois que Charles va recevoir une question, il va petit à petit relire chaque réponse et lorsqu'il y en a une qui est juste et que l'un d'eux, soit Diana, soit Tequan, connaît la réponse, se mettra tout simplement à tousser pour indiquer à Charles que c'est la bonne réponse. A1 or Craig David. It's worth £32,000 a bit. Et c'est avec cette stratégie-là qu'on va voir qu'à chaque fois que Charles reçoit une question, il va d'abord tout simplement indiquer qu'il n'a jamais entendu parler de ce sujet ou qu'il ne connaît pas du tout la réponse, puis d'un seul coup, répondre avec une certitude implacable. Craig David, I just can't. I don't think I've never heard of Craig David, to be honest. I've just never heard of Craig David, so... No, I'll go Craig David. Yeah. You just won £32,000. I don't think it's Paris. I think it's Berlin. I'm going to go for Paris. You thought it was Berlin. You changed your mind to Paris. That brought you 500,000. I don't think I've heard of a Google. I don't actually know what a Google is, but I really do think it's a Google. You just won 1 million. And I remember us saying, God, that poor bloody Major, you know, he's got as much chance of getting the 32,000, you know, as going to the moon in a rocket. I mean, there was just no way this guy could possibly go much further. À ce moment-là, on est toujours dans la fenêtre où Charles n'a toujours pas pu encaisser son chèque. C'est pourquoi l'émission va d'abord contacter la police, puis ensuite contacter Charles lui-même pour lui expliquer que une affaire est ouverte. Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right, And thus, we, for not for the moment, will be indeed authorising payment of the cheque. right.
Yeah, well, I mean, I completely refute that, obviously. Il faudra 1 an et demi pour que cette histoire voie le jour au tribunal. Et évidemment, tous les médias s'emparent de l'histoire. Et le couple ainsi que le professeur d'université seront jugés coupables de triche. Pourtant, cela n'empêchera pas Charles de continuer à clamer son innocence. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle devient beaucoup plus complexe. Lors du tribunal, il est dit que Tequan Whitlock, le professeur d'université, aurait toussé à 19 reprises pour indiquer la bonne réponse. Quand lui-même est passé lors de l'émission, il a complètement échoué. Alors comment il aurait pu avoir autant de connaissances et être si éduqué sur toutes les questions que Charles recevait, alors que lui-même était incapable de gagner l'émission, ou au moins d'aller jusqu'à la moitié. Et une autre question se pose, est-ce qu'il est réellement possible de pouvoir dissocier et d'entendre réellement des personnes tousser pour nous indiquer quelle est la bonne réponse alors qu'il y a énormément de bruit dans le public? And when it was actually going on, did you suspect? No. Because, you know this, there was so much, I mean, especially the guy's winning £1 million. Yeah. There was a huge, people roaring, screaming. People cough like mad. Everybody's coughing in the studio because they're sort of enclosed or whatever. I had no idea. There was so much noise in the studio that night. It was like a madhouse. People were screaming, they were cheering. Et alors que toutes les caméras étaient tournées vers le couple, ça faisait déjà 3 ans qu'un autre groupe était en train de faire exactement la même chose pour participer à l'émission, en bien plus grand et en dérobant beaucoup plus d'argent que ce que le couple aurait jamais pu faire. Paddy Spooner est d'ailleurs la première personne au monde à avoir trouvé le moyen de pouvoir participer quand il le souhaitait à l'émission. Il a d'ailleurs une première fois remporté $250 000 à Qui veut gagner des millions en Australie, puis $250 000 à Qui veut gagner des millions en Angleterre, et gagné une 3e fois à Qui veut gagner des millions en Irlande. Spooner, c'est un type qui a abandonné ses études et qui vivait de petits tournois de culture générale par-ci par-là en gagnant de petites sommes. Jusqu'à ce qu'il décide, une fois pour toutes, d'en faire un véritable business à grande échelle. Après son passage dans Qui veut gagner des millions en Irlande, Spooner va rencontrer Burgess, une autre personne qui lui aussi a déjà un tout petit business où il aide les personnes à participer à l'émission. Les deux utilisent une méthode assez similaire et vont décider de s'associer pour en faire un véritable énorme business. Les deux vont bâtir un syndicat secret qu'ils vont appeler le consortium. Un service d'une méthodologie incroyable qui va permettre à n'importe qui les paye de pouvoir participer avec 100% de chance à l'émission et d'augmenter drastiquement ses chances de réussir aux questions. Premièrement, pour pouvoir participer à l'émission, il faut appeler l'outline de Qui veut gagner des millions et laisser son nom de famille et son prénom pour ensuite faire partie d'une liste dans laquelle l'émission va choisir au hasard et appeler à n'importe quel moment. Le consortium va donc dépenser des milliers et des milliers d'euros afin d'avoir eux-mêmes une hotline qui va 24/24, 7/7 appeler l'émission avec des enregistrements de voix des personnes qui les ont payés pour participer et arriver ainsi comme une simulation où la personne aura appelé des milliers ou des dizaines de milliers de fois. La deuxième étape, si l'émission vous a sélectionné dans sa liste, elle va vous appeler à n'importe quel moment pour vous tester sur un quiz de culture générale. Et c'est à ce moment-là que le participant va dire « Ah, désolé, la personne que vous essayez d'appeler n'est pas là, elle est juste chez le voisin, donnez-moi 2 minutes. » Et pendant ce court laps de temps, le consortium aura quelqu'un qui va directement se rendre à l'appartement de la personne qui a été sélectionnée et qui les a payés pour pouvoir participer à l'émission, et sera là à côté de lui pour pouvoir l'aider aux réponses du quiz général afin d'encore une fois passer la seconde sélection. La méthode utilisée par le consortium pour pouvoir répondre juste à chaque question, eh bien c'est tout simplement que Spooner avait compris de quelle liste ces questions étaient tirées, et aussi compris leur fonctionnement et la rotation dans laquelle elles étaient posées. Mais si vous vous rappelez bien, il y a une autre étape une fois dans l'émission, celle d'être le premier et le plus rapide à répondre à la question. Et encore une fois, le consortium avait tout prévu. Ils avaient des locaux avec des modèles clonés à la perfection des tablettes présentes dans l'émission. Les participants qui les avaient payés pour pouvoir gagner à ce jeu s'entraînaient chaque jour afin d'avoir le geste le plus automatique possible lorsque c'était à eux de jouer. Et la 5e étape, la plus dingue, celle d'avoir un ami très intelligent. Je suppose que vous n'êtes pas nouveau au concept, mais lors de Qui veut gagner des millions, un des jokers s'appelle l'appel à un ami. Du coup, lorsqu'un des participants voulait utiliser son joker d'appel à un ami, il allait en fait appeler sur un numéro qui serait automatiquement redirigé vers les quartiers généraux du consortium. Et bien évidemment, à l'autre bout du fil, ce n'est pas un ami qui va essayer de l'aider, mais tout un groupe de personnes surentraînées en question générale, soutenues par d'autres personnes derrière un ordinateur qui seraient en train de googler la question. Je vous parle d'une affaire qui a pu faire rentrer plus de 200 personnes différentes
de 2002 à 2007. Sur les 200 personnes qui ont pu participer à l'émission grâce à eux, 55 ont pu s'asseoir sur la chaise en or. Et sur ces 55 participants, un total d'environ 5 millions d'euros a été pris à l'émission. En clair, pendant ces 6 années, le consortium, rien qu'à lui-même, a pu sucrer plus d'un tiers de tous les revenus que l'émission a donnés. Et en échange, il prenait 25% des revenus de tous les gagnants. Mais alors, si on se penche sur les Ingrams et la finalité de leur histoire, ils ont fait appel et ont perdu. Mais en plus de ça, leur vie a été complètement dévastée. Leurs enfants ont dû être retirés de l'école car ils se faisaient harceler, leur chat s'est fait fumer avec une carabine à plomb, leur maison était constamment taguée et on leur brisait les vitres à chaque fois. Charles a dû quitter son travail, ce qui a laissé la famille sans un sou. Et Wittok a lui aussi dû quitter son taf à l'université, puis a été obligé de déposer son nom de famille comme une marque pour arrêter une compagnie pharmaceutique qui utilisait son nom de famille pour vendre des sirops pour la toux. Bon, sinon ça m'a vraiment pris 120 000 ans de faire cette vidéo, donc si t'as envie de me soutenir, tu laisses un commentaire, tu t'abonnes en activant la cloche évidemment, et tu peux espérer prochainement une vidéo de cette même qualité. C'était Théo, peace out.